Que feriez-vous si votre enfant rentrait chaque jour à la maison avec une part de son âme érodée par des paroles cruelles et une exclusion délibérée? Pour une mère, la solution n'était pas seulement la consolation, mais la création. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment un simple carnet rempli de messages d'espoir pour une fille victime de harcèlement est devenu un phénomène littéraire qui a poussé les écoles à modifier leur approche de la sensibilisation au handicap. Suivez-moi pour découvrir les 3 tournants inattendus qui ont transformé leur souffrance intime en un mouvement public. Le silence se fit dans la salle à manger lorsqu'Emma entra, le grincement de ses orthèses résonnant dans le silence soudain. Les têtes se tournèrent et des murmures commencèrent, un refrain familier qui accompagnait son trajet quotidien entre les tables. À 12 ans, Emma avait maîtrisé l'art de garder les yeux fixés droit devant elle, faisant semblant de ne pas remarquer comment les conversations s'éteignaient à son approche, ou comment les sièges vides se réservaient mystérieusement tandis qu'elle cherchait une place assise. La paralysie cérébrale d'Emma touchait principalement le côté gauche de son corps, lui conférant une démarche particulière qui devint la cible favorite des moqueries d'un groupe de filles de 5e. La cruauté était minutieusement calculée. Des notes apparaissaient dans son casier, avec des dessins grossiers de bonhommes allumettes représentant une fille boiteuse, avec la légende « Spaz ». Les invitations à la fête d'anniversaire envoyées à tous les élèves de sa classe ne lui parvenaient jamais. Les professeurs surprenaient rarement les railleries chuchotées ou les boiteries exagérées qui se déroulaient hors de leur champ de vision. Avant, elle sautait à l'arrêt de bus, confia la mère d'Emma au conseiller d'orientation lors de leur 3e rencontre du semestre. Maintenant, elle consulte la météo en espérant qu'il pleuve pour pouvoir rester à l'intérieur pendant la récréation. Les changements avaient été subtils au début. Les devoirs rendus avec des taches d'eau suspectes, les demandes de rester à la maison accompagnées de vagues plaintes de malaise. La personnalité autrefois vibrante d'Emma s'était estompée comme une ampoule en panne, l'étincelle dans ses yeux s'éteignant de semaine en semaine. Bientôt, la douleur émotionnelle se manifesta physiquement. Emma souffrait de mystérieux maux d'estomac tous les lundis matins. Des cauchemars commencèrent à perturber son sommeil, laissant des cernes sous ses yeux. Elle abandonna sa troupe de théâtre communautaire bien-aimée sous prétexte de devoir consacrer plus de temps à ses devoirs, alors que ses notes commençaient à baisser pour la première fois. Les recherches dressent un tableau sombre de ce qu'a vécu Emma. Les enfants présentant un handicap visible sont victimes de harcèlement à un taux près de 3 fois supérieur à celui de leurs camarades sans handicap. Plus inquiétant encore, ces enfants subissent souvent ce supplice pendant des mois, voire des années, avant que les adultes ne s'en rendent compte. L'invisibilité de leur souffrance aggrave l'isolement qu'ils ressentent déjà. Pour Emma, le point de rupture est arrivé lors d'une présentation orale sur la biologie marine. Debout devant la classe, elle avait soigneusement disposé son panneau d'affichage et ses fiches, sa passion pour la conservation des océans prenant momentanément le dessus sur son anxiété sociale grandissante. Alors qu'elle décrivait les menaces qui pesaient sur les récifs coralliens, un mouvement a attiré son attention. 3 garçons au fond de la classe exagéraient sa démarche, leur visage crispé par une concentration feinte. Un éclat de rire a parcouru la classe. L'enseignante, absorbée par la présentation d'Emma, a complètement manqué la pantomime. La voix d'Emma affaiblie puis s'est brisée. Les larmes sont venues avant qu'elle puisse les retenir, et la présentation sur laquelle elle avait travaillé pendant des semaines s'est terminée par sa sortie précipitée de la salle. Ce soir-là, blottie contre l'épaule de sa mère, Emma libéra enfin la douleur qu'elle portait en elle. « Pourquoi Dieu m'a-t-il créé ainsi, si cela me fait détester ?» sanglota-t-elle. « Je n'ai rien fait de mal, je veux juste être normale. » Sa mère, Catherine, serrait sa fille fort contre elle, sentant un mélange de chagrin et de fureur la parcourir. Rédactrice technique de profession, Catherine avait toujours trouvé la clarté dans les mots. Ce soir-là, après qu'Emma se fut endormie en pleurant, Catherine ouvrit un carnet et commença à écrire.
Non pas les documents procéduraux qu'elle produisait le jour, mais des messages bruts et sincères de force et de beauté, spécialement destinés à sa fille. Ce qui faisait d'Emma une cible n'était pas seulement sa différence physique, mais, paradoxalement, les qualités qui la rendaient extraordinaire, son intelligence inébranlable, son refus de modérer son enthousiasme pour les choses qu'elle aimait, sa détermination à participer pleinement malgré les obstacles. Les tyrans sentèrent sa force et cherchaient à la briser, décelant en elle l'authenticité qui leur manquait. Pendant qu'Emma dormait cette nuit-là, la plume de sa mère s'étirait sur le papier avec urgence, capturant des mots destinés uniquement aux yeux de sa fille. Mais ce qui n'était au départ qu'une expression d'amour intime se retrouve parfois dans le monde de manière inattendue. Le carnet ligné que Catherine remplissait d'émotions brutes et d'une détermination farouche allait bientôt voyager bien au-delà des murs de leur maison, même si aucune d'elles n'aurait pu imaginer le voyage qui les attendait. La transformation a commencé un mardi matin, lorsqu'Emma apportait le cahier à l'école, puisant du réconfort dans les mots de sa mère dans les moments difficiles. Madame Pearson, la professeure d'anglais d'Emma, l'a remarqué en train de le lire entre les cours, la couverture usée montrant déjà les traces de manipulation fréquentes. Lorsqu'Emma, hésitante, lui a permis d'en lire quelques pages, les yeux de la professeure se sont remplis de larmes. « Ce n'est pas seulement pour Emma », a déclaré Madame Pearson à Catherine lors d'une réunion organisée à la hâte après l'école. « Ces mots pourraient changer la façon dont notre communauté tout entière perçoit le handicap et le harcèlement. Avez-vous envisagé de publier ceci ?» La suggestion semblait presque absurde au premier abord. Catherine avait passé sa carrière à rédiger des manuels techniques et des documents d'entreprise, sans s'investir pleinement dans des pages destinées au grand public. Pourtant, la certitude de Madame Pearson a semé une graine. Au cours du mois suivant, Catherine et Emma ont travaillé ensemble, transformant la matière première en quelque chose qui pourrait transcender leur douleur intime, tout en préservant son authenticité. Chaque lettre de refus était comme une porte qui se fermait sur l'histoire d'Emma, se souviendra plus tard Catherine, à propos du processus de publication. 17 éditeurs ont refusé le manuscrit, leurs réponses étant des variations sur le même thème. Bien que percutantes, nous doutons du marché pour un traitement aussi direct du handicap et du harcèlement. Un éditeur a suggéré d'adoucir le langage concernant les actes des harceleurs. Un autre a recommandé de supprimer les passages décrivant les moments les plus vulnérables d'Emma. « Mais ce sont les passages qui semblent les plus vrais », insista Emma, sa voix plus forte que celle que Catherine avait entendue depuis des mois. À mesure que les lettres de refus s'accumulèrent, la situation d'Emma à l'école se dégradait encore. L'administration avait mis en place des aménagements de base, lui accordait du temps supplémentaire entre les cours et lui assignait un preneur de notes les jours où sa fatigue musculaire rendait l'écriture difficile. Ces modestes aménagements ont provoqué l'indignation de plusieurs parents, qui se sont plaints d'un traitement de faveur et d'avantages injustes. Durant cette période sombre, Catherine découvrit Lighthouse Press, une petite maison d'édition de Minneapolis. Sa fondatrice, Diane Reynolds, avait grandi avec un frère atteint de paralysie cérébrale. Lorsque le manuscrit arriva sur son bureau, elle comprit immédiatement ce que les grands éditeurs avaient manqué. « Certaines histoires ne sont pas que des histoires », leur a expliqué Diane lors de leur premier appel. « Certaines sont des bouées de sauvetage déguisées en livres. » Le tirage initial était modeste, seulement 3000 exemplaires, avec une couverture simple représentant un carnet rouge sur fond blanc. Les attentes de Catherine et Emma étaient tout aussi modestes, espérant peut-être toucher d'autres familles confrontées aux mêmes difficultés dans leur communauté. Puis les lettres ont commencé à arriver. D'abord au compte-gouttes, puis par dizaines chaque semaine. Les enfants parlaient de camarades handicapés qu'ils avaient jusque-là ignorés ou mal compris. Des parents ont décrit des conversations émouvantes avec leurs enfants sur l'inclusion. Des enseignants ont indiqué avoir utilisé le livre pour transformer la dynamique de classe. « Je n'avais jamais su ce que c'était que d'être différent avant de lire ton livre », a écrit un enfant de 10 ans originaire d'Arizona. « Maintenant, je déjeune avec James, même si mes amis trouvent ça bizarre.
Le tournant est survenu lorsqu'une productrice de Morning Light, un talk-show populaire diffusé en journée, a découvert le livre grâce au programme de lecture de sa fille à l'école. Le segment avec Emma et Catherine a duré à peine 7 minutes, mais le soir même, le stock restant était épuisé. Les réseaux sociaux ont explosé. « Stand with Emma » est devenu une tendance nationale, les gens partageant leurs propres expériences de harcèlement et de handicap. Pour Catherine, la prise de conscience la plus profonde ne résulta pas du succès commercial du livre, mais du fait d'avoir vu Emma reprendre progressivement confiance en elle. La mère comprit que, sans intervention, sa fille aurait pu intérioriser le message cruel selon lequel elle méritait le traitement qu'elle subissait. Un mensonge que Catherine ne supportait pas de laisser s'installer. Au-delà du mensonge extirpé de l'esprit d'Emma, se développait une transformation plus remarquable que les listes de best-sellers ou les apparitions dans des talk-shows. Les couloirs où elle marchait autrefois, les épaules voûtées, cherchant à se rendre invisible, devinrent peu à peu le théâtre de quelque chose que personne, surtout ceux qui l'avaient tourmentée, n'aurait pu anticiper. Celle qui déjeunait autrefois seule allait découvrir que sa plus grande vulnérabilité allait devenir sa force la plus inattendue. Alors que, parfaitement différent, gagnait en popularité à l'échelle nationale, l'atmosphère au collège Westridge changea d'abord imperceptiblement, puis radicalement. Les enseignants intégrèrent le livre à leur programme, non pas comme lecture obligatoire, mais comme élément central des discussions sur l'empathie. Emma remarqua l'étrange sensation d'entrer dans des classes où les élèves venaient de terminer des chapitres relatant des événements dont ils avaient été témoins ou auxquels ils avaient participé quelques mois plus tôt. C'était surréaliste, expliquerait plus tard Emma lors d'une conférence universitaire sur la défense des droits des personnes handicapées. Soudain, mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à tout le monde, y compris à ceux qui l'avaient provoquée. Ce nouveau récit n'a pas été accueilli favorablement par tous. Les parents de 3 élèves, à peine déguisés en Trevor, Jackson et Sophia, ont menacé de poursuites judiciaires l'éditeur, l'accusant de diffamation, malgré l'utilisation de pseudonymes. 2 familles ont exigé des rencontres avec le directeur, affirmant que leurs enfants étaient injustement pris pour cible en raison de comportements adolescents normaux. Le conseil scolaire a reçu une pétition de plusieurs parents demandant que le livre soit retiré des discussions en classe, affirmant qu'il créait un environnement d'apprentissage hostile pour leurs enfants. Pour Emma, cette nouvelle attention a créé des défis complexes. La semaine même où elle participait à une émission de radio publique régionale, elle a constaté que se déplacer à la cantine de l'école demandait encore du courage. « On me traite comme 2 personnes différentes », a-t-elle confié à son conseiller. Il y a Emma du livre, que tout le monde admire, et Emma la vraie, dont certains enfants parlent encore à voix basse. Les répercussions se sont étendues bien au-delà de leur communauté. 18 mois après la publication, plus de 400 écoles réparties dans 27 États avaient intégré parfaitement différents à leurs initiatives de lutte contre le harcèlement. Une étude de l'université Northwestern a suivi la mise en œuvre dans 32 écoles, constatant une diminution de 41% des incidents de harcèlement liés au handicap signalés et une augmentation de 27% des interventions des élèves témoins par rapport aux écoles témoins. Ce qui a le plus résonné, ce n'était pas seulement l'expérience d'Emma avec le handicap, mais le message central du livre, les différences, visibles ou invisibles, ne sont pas des défauts. Les lettres d'enfants atteints d'autisme, de TDAH, de troubles anxieux et de différences physiques, qui trouvaient leurs propres expériences reflétées dans l'histoire d'Emma, ont afflué. Le plus remarquable fut peut-être ce qui arriva aux anciens bourreaux d'Emma. Au début, ils l'évitèrent complètement, gênés par leur image. Mais au fil des mois, 4 d'entre eux la contactèrent en privé. Leurs conversations révélèrent des vérités douloureuses qu'Emma n'avait pas envisagées. L'un vivait avec un père alcoolique dont les violences verbales lui avaient appris un vocabulaire cruel. Un autre avouait se sentir invisible chez lui et puissant seulement lorsqu'il rabaissait les autres. Je ne dis pas que cela excuse leurs actes,
a expliqué Emma plus tard lors d'une conférence étudiante TED-Ed vue plus de 2 millions de fois en ligne. Mais comprendre pourquoi les gens blessent les autres permet parfois de ne plus se laisser définir par leurs actions. La transformation d'Emma, de victime à défenseur, s'est faite progressivement. Sa première présentation, sans sa mère, a eu lieu dans une école primaire voisine, où elle a abandonné le texte préparé à mi-chemin. Elle a plutôt demandé aux enfants d'exprimer ce qui les différenciait, créant ainsi un cercle spontané de vulnérabilité que les conseillers scolaires ont qualifié de « plus efficace que n'importe quel programme formel que nous avons mis en place ». En troisième, Emma avait fondé Common Ground, une association d'inclusion qui garantissait qu'aucun élève ne déjeune seul. 3 de ses anciens harceleurs en sont devenus membres actifs, et l'un d'eux a finalement coprésenté avec Emma lors d'une conférence nationale sur l'éducation consacrée aux stratégies d'intervention par les pairs. L'histoire d'Emma continue de faire des ravages au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Aujourd'hui, Catherine et Emma animent des ateliers pour les familles confrontées à des situations similaires, mettant l'accent sur des actions concrètes pour briser le cycle de l'isolement. Documenter chaque incident, recommande Catherine aux parents dans les sous-sols des églises et les centres communautaires à travers le pays. Trouvez au moins un allié au sein de l'école qui perçoit l'humanité de votre enfant. Emma, qui s'apprête à postuler à l'université et se concentre sur le droit des personnes handicapées, s'exprime avec une autorité discrète qui capte l'attention d'une manière que sa jeune version n'aurait jamais imaginée. Lors d'une récente conférence, elle a partagé ce qu'elle considère comme sa réflexion la plus importante. En cachant notre douleur, nous protégeons nos harceleurs. Mais en l'exprimant ouvertement, nous créons un espace pour que les autres se reconnaissent dans notre histoire. Le plus puissant est peut-être l'alliance inattendue qui s'est formée entre Emma et Jordan, autrefois son bourreau le plus acharné. Après avoir rejoint Common Ground en seconde, Jordan coanime désormais des présentations avec Emma, leur histoire commune se transformant en témoignage de la capacité humaine à grandir. Nous ne changeons pas seulement les politiques scolaires, explique Emma, nous changeons le discours sur ce qui est possible lorsque nous refusons de nous laisser définir par nos pires expériences.